Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Sola dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être gonchier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, épisode Rewind du Divisional Weekend. Divisional excitant, avec 4 matchs, dont 2 qui sont allés jusqu'en overtime. On va pouvoir en discuter en long, en large et en travers. Et puis avec aussi des conséquences pour certaines équipes et certains joueurs. Et pour m'accompagner, je suis avec mon binôme d'NCA qui me rejoint à la NFL pour cette semaine. Alexandre, comment vas-tu ? Salut PA, salut tout le monde. Écoute, moi ça va très bien, mais j'imagine que toi ça va encore mieux que moi. En tant que fan des Patriots, tu as dû passer une très bonne nuit et un très bon match hier soir. On va en discuter en long, en large et en travers. Mais en tout cas, voilà, comme tu l'as dit un petit peu, les divisionales étaient assez fous à suivre. Alors qu'on disait, c'est vrai qu'au début des playoffs, il y avait beaucoup d'incertitudes sur le niveau des équipes. Et au final, on a pas mal de suspense, pas mal de rebondissements. C'était vraiment cool à suivre. Donc très très content d'en débriefer aujourd'hui. Exactement, ouais, des matchs très très cool. Ça, je te rejoins là-dessus. C'est pour ça qu'on dit que c'est le week-end, le meilleur week-end de la saison NFL, parce que c'est normalement les 8 meilleures équipes qui se rencontrent à ce moment-là. Donc voilà, c'était plutôt cool. Et puis des matchs avec des conditions météorologiques particulières, on va dire, pour pas dire plus. Toujours. Les Il y en a fameux qui veulent stades des sans stades toit. couverts. Il y en a qui veulent des stades couverts maintenant. Parce que la qualité de jeu, des fois, elle laisse un peu à désirer. Mais bon, c'est un débat sans fin, j'ai envie de dire. Une pensée pour les supporters des Chiefs qui auront bientôt un stade couvert en 2030. Les Bills aussi, non? Je sais plus. Non, justement, les Bills, ils laissent stades. ouvert. Ouais. Ok. En disant, si vous voulez venir nous taper, ça sera à domicile avec le vent et la neige. Ils sont malins. Pour ça, il faut réussir à passer le Divisional. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout sur tous les réseaux, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, Threads, etc. Et n'oubliez pas, il y a un QR code en haut à droite de la vidéo pour participer au Super Bowl qui a lieu au Bellucci Bar, pas loin de Gare du Nord. Donc c'est dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 février. On ne connaît pas encore l'affiche du Super Bowl, donc n'hésitez pas à prendre vos places avant qu'on connaisse l'affiche et qu'un certain nombre de supporters affluent dans le bar. Moi, ça y est, la place est prise, le billet de train est pris également, donc je serai présent bien sûr sur place. Et il y aura pas mal de membres de beaucoup de communes françaises sur des podcasts généralistes NFL, NCAA, des comptes FR, Twitter, des différentes équipes également. Donc voilà, ça va être cool, un bon moment de partage. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est vraiment un top moment à chaque fois. Moi, ça va être ma première. Écoute, j'étais pas l'année dernière, donc ça va être sympa. Tu vas être le rookie du Super Bowl Party. Exactement, je l'étais toute l'année, donc là, on va finir en beauté avec le Super Bowl Party, puis ça va être sympa. Vous serez 2 rookies de l'équipe. Ouais, en plus, il y a Thibaut qui va venir aussi. Il y a Thibaut qui va venir aussi, donc voilà. On va voir ce qu'on va vous préparer, mais ça vous ferez remarquer, ne vous inquiétez pas. Ça va nous jeter sous le bus, là, direct. Tiens, prends le micro, vas-y. Parle tout le monde, et puis voilà, démarre-toi. Exactement. Ouais, donc on va commencer directement le rewind de ces 4 matchs. On a décidé de partir dans l'ordre des matchs donc, qui ont lieu entre samedi et dimanche. Et on va commencer déjà par un très gros morceau. Le match entre les Denver Broncos et les Buffalo Bills qui s'est terminé en overtime, 33 pour les Broncos et 30 pour les Bills. Je te laisse partir sur tous les sujets que tu veux. On parlera de toute façon à un moment donné d'un énorme éléphant dans la pièce du stade. Mais voilà, vas-y, fais-toi plaisir. Le match, comment tu l'as ressenti ? C'était du coup le kick-off du Divisional. Comment toi, tu l'as vécu ? Franchement, écoute, quel premier match pour annoncer les Divisional, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Franchement, on pourrait en débriefer 1 heure. Et j'imagine peut-être les copains de Broncos FR et peut-être de Bills France vont peut-être en parler dans leurs podcasts respectifs. Mais en tout cas, le match a été vraiment très très cool à suivre. En tout cas, pour un spectateur neutre, j'imagine pour les 2 équipes, ça devait être, pour les fans de ces 2 équipes, ça devait être très compliqué pour certains moments. En tout cas, il ne fallait pas être cardiaque, j'ai envie de dire. Mais écoute, j'ai envie de commencer, à part parler des Bills, qui, je trouve, sur ce match-là, se sont quand même tiré une balle dans le pied, pour rester un peu plus global avant de rentrer en détail dans tout ce qui s'est passé dans le match. Mais je trouve qu'ils se sont tirés quand même une grosse balle dans le pied dans ce match-là. Ils ont eu le mérite quand même de
de rester au talon de Denver qui n'arrivait pas vraiment à tuer le match alors qu'ils ont eu beaucoup d'opportunités de le faire. Et s'en est suivi ensuite comment dire, une fin de match assez serrée. Et derrière, il y avait forcément des actions litigieuses. On va en reparler peut-être à un moment donné. Mais voilà, je pense que les fans des Bills sont conscients que c'est pas non plus cette action-là qui définit l'entièreté du match. Ce match-là, ils auraient pu largement être mieux abordés, j'ai envie de dire, surtout dans le deuxième quart-temps où je crois qu'il y a 2 fumbles. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où tu as le fumble de Cook et tu as aussi le fumble en toute fin de quart-temps, en fin de mi-temps même, de Josh Allen qui les met dans la panade. Et puis, tu vois, ils perdent de 3 points, mais c'est les 3 points que Josh Allen perd en fin de mi-temps. Donc, c'est aussi des moments donnés, c'est des petits détails qui comptent, mine de rien, dans ces matchs-là. Et c'est dommage d'arriver à ce moment-là en play-off et de prendre des performances comme ça. Petite info aussi, on vient de l'apprendre aujourd'hui, McDermott n'a pas été reconduit pour cette année, il a été viré en tout cas. Mais le general manager est resté. Donc ça, ce sera aussi intéressant de suivre un petit peu ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, très déçu de la performance des Bills. Et en tout cas, ça a coûté la tête de McDermott sur ce match-là. Ouais, je te rejoins sur les 4 matchs. Je vais ressortir à chaque fois un moment un peu turnover dans le match. Et celui-là, tu l'as évoqué. Pour moi, c'est le fumble de James Cook. Alors, on est encore très tôt dans le premier quart-temps. Mais en fait, il y a déjà 7-3 pour les Bills. Il y a eu un punt des Broncos, un 3 and out. Et derrière, en fait, tu voyais que les Bills commençaient vraiment à bien mettre Alors, c'est au début du deuxième quart-temps, pardon. Les Bills commencent à bien mettre en place leur jeu au sol, qui était déjà très bon sur leur premier drive. Et James Cook, du coup, perd le ballon. Et derrière, les Broncos mettent un touchdown. En fait, avec le O-line en plus, c'est le touchdown du O-line, je crois, en plus. C'est ça, de Crum. Et tu avais vraiment le sentiment des Bills qui étaient un peu inarrêtables au tout début, où tu te dis, en fait, vu comment ils arrivent à trouver sur le jeu aérien, sur le jeu à la course, des espaces, ça peut très vite être un 14-3 et c'est difficile de remonter même à domicile parce que les Broncos ne sont pas habitués à remonter des hauts scores. Et en fait, ce fumble, je trouve, a un petit peu tué tout ça, parce que derrière, les Bills, ouais, tu l'as évoqué, mais il y a eu quelques fumbles supplémentaires. Il y a eu celui juste avant la mi-temps de Josh Allen, qui derrière met en très bonne position les Broncos pour remettre un field goal et passer en tête à la mi-temps 20-10. Et sur le premier drive du troisième quart-temps, c'est également un fumble au bout de 2 jeux, ce qui permet derrière aux Broncos de mettre un field goal parce qu'ils n'arrivent pas à concrétiser par un touchdown. Donc ouais, tu tires vraiment beaucoup de balles dans le pied. T'es à 23-10 au tout début du troisième quart, et malgré ça, tu arrives à remonter en mettant des très beaux touchdowns à chaque fois. Et c'est les Bills de cette saison, j'ai l'impression. Tu vois, un peu sur courant alternatif. Alors cette saison, il le faisait un petit peu de match en match. Je me souviens d'un match contre les Falcons où ils passent complètement à côté, alors qu'ils font une bonne prestation après la bye week. Là, c'est dans le même match où ils ont vraiment eu des hauts très hauts et des bas très très bas. Et tu l'as évoqué, effectivement, 2 fumbles pour Josh Allen, une interception. Ça commence à faire beaucoup pour gagner un match à l'extérieur. Même 2 interceptions, je crois, en plus. 2 interceptions. Ouais, 2 interceptions, pardon. Oui, c'est celui en overtime, effectivement. Ouais. Ça fait trop. Ça fait trop pour une équipe des Bills qui se déplaçait, comme j'ai dit, à l'extérieur contre le premier de la conférence. J'ai le sentiment aussi, personnellement, qu'ils se sont mis une pression énorme pour aller taper le Super Bowl parce que pas de Lamar Jackson et des Ravens, pas de Patrick Mahomes et des Chiefs, pas de Joe Burrow avec les Bengals. Et quand tu regardais un petit peu la picture de l'AFC, tu te disais, putain, c'est les Bills, ils se mettent un peu la tête à l'endroit. Ils ont quand même une belle tête de vainqueur de conférence. Puis après, au Super Bowl, c'est sur un match et tu joues un peu à qui tout double, quoi. Et tu l'as vu contre Jaguars, où offensivement, ils ont réussi à passer la vitesse supérieure en deuxième mi-temps pour au final gagner le match. Là, ça n'a pas suffi, parce que les Broncos, ils ont su répondre. Alors oui, on peut l'évoquer effectivement, parce que c'est le fameux éléphant dans la pièce, comme j'en ai parlé, mais il y a eu des erreurs d'arbitrage, et on peut pas le mettre de côté. Et moi, la narrative de dire ils ont eu trop de turnover et c'est pas les arbitres qui ont coûté le match, pourquoi pas, mais à un moment donné... les Bills ont fait l'effort aussi de revenir c'était à 30-27, ils étaient en position pour mettre un touchdown. Je vois pas pourquoi il faudrait justifier des erreurs d'arbitrage ou juste mettre en avant le fait qu'ils ont eu trop de turnover, alors qu'au final, si le dernier drive il est bon et que les bons calls sont appelés, il n'y a pas scandale non plus, quoi.
Ouais. même un petit peu l'inverse. Donc c'est un petit peu ce biais-là. Maintenant, écoute, les erreurs d'arbitrage, on le sait, c'est trop monnaie courante en NFL. Malheureusement, tu Surtout es en parfois playoff. trop dépendant. Ouais, surtout en playoff. Mais voilà, c'était un peu moi le mot que je voulais évoquer sur l'arbitrage. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de situations pour mettre un petit peu en avant. Donc, il y a une passe interférence qu'on pourrait mettre en avant sur Cooks, le receveur des Bills, qui n'a pas été sifflé. Derrière, il y a les 2 passes interférences qui sont sifflées contre la défense, donc ça c'est en overtime, qui sont sifflées contre la défense des Bills, qui permet aux Broncos d'avancer en cumulé, ça fait 54 yards de pénalité. Et puis il y a également eu un lancer de Josh Allen en overtime, qui est peut-être un catch de Cooks, qui est peut-être une interception. En tout cas, l'appel initial de l'arbitre, ça a été interception. Je pense que ça a été revu. En tout cas, nous, on ne nous l'a pas montré à la télévision, mais New York, là où tout est situé, en fait, toutes les vidéos, tout le revisionnage des vidéos, eux, ils l'ont sûrement revu. Et ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'image suffisamment marquante, parlante, ouais, pour inverser le call initial de l'arbitre. Donc, toi, là-dessus, ouais, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, par exemple, je pense à la DPI de White, pour moi, elle y est, parce que je trouve qu'il retient le receveur, donc je vois pas en quoi cela doit faire jaser ou quoi que ce soit. Par contre, sur le call, c'est vrai que le dernier call, là, sur l'interception qu'ils ont call, pour moi, c'est un catch. Je trouve que c'est vrai que sur le ralenti, en tout cas, qu'on voit les images qu'on voit, pour moi, ça me paraît être un catch. Après, c'est tragique, je pense, pour les fans des Bills parce que bien évidemment que ça change un peu le scénario du match et on ne sait pas ce qui se passe après s'ils réussissent catch. Mais derrière, voilà, il y a quand même beaucoup d'erreurs auparavant. Celle de Tredavious White, elle est évitable à fond également. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux revenir, évidemment. Mais ouais, pour l'arbitrage, je pense que c'est pas non plus une excuse en soi parce qu'il y a énormément d'erreurs et je pense que les fans des Bills en sont conscients. Ils sont assez conscients là-dessus que sur ce match-là, ils auraient dû faire bien mieux, notamment de la part des cadres. Je pense notamment à Josh Allen sur ce match-là qui a été un peu méconnaissable. Mais en tout cas, sinon, après, si je peux dire un petit mot pour les Broncos. Les Broncos ont fait un match plutôt sérieux, même si je pense qu'il ne faut pas qu'ils comment dire, ils auraient pu profiter un petit peu plus des turnovers adverses et je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir assez profité de ces situations-là. Ton jeu au sol en plus sur ce match-là était très moyen. La défense des Bills a vraiment bien géré l'impact du jeu au sol et on a senti que derrière les Broncos étaient un petit peu perdus. Donc ça va être quelque chose qui sera à travailler un petit peu pour préparer la finale de conférence. Et, parce qu'on sait aussi également que la défense des Patriots, elle est assez solide contre la course. Donc de ce point de vue-là, ça a été un petit peu moyen. Mais par contre, au jeu à la passe, même si les Bonix a beaucoup lancé, il y a eu quelques jeux malins. Je pense notamment sur le touchdown de Lee Jordan Humphrey, qui est quand même bien pensé, un bon call de la part de Sean Payton, qui te met en bonne position pour aborder la mi-temps. Ensuite, derrière, tu as le fumble de Josh Allen qui permet d'avoir 3 points supplémentaires. Mais ils auraient pu tuer ce match bien avant, et ils se sont fait peur jusqu'à la fin du match. Ils profitent aussi de l'erreur d'arbitrage qui est en leur faveur. Ils n'ont pas craché dessus, bien évidemment, mais sur ce match-là, je trouve que c'est quand même l'équipe qui a montré le plus de choses, en tout cas qui a été le plus sérieuse, qui remporte ce match, et je pense que Denver mérite quand même sa victoire, même si je comprends la frustration des fans des Bills qui pensent qu'ils auraient pu faire largement mieux. Assez d'accord avec toi. Ce match ne s'est pas terminé au coup de sifflet final. Il s'est poursuivi parce qu'on a appris quelques minutes, des grosses minutes après, par l'intermédiaire de Sean Payton, le head coach des Broncos, que Bonix était blessé jusqu'à la fin de saison. Fracture à la cheville. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a une théorie qui évoque le fait qu'il ait trop fêté la victoire dans les vestiaires et que du coup, il se soit pété la cheville parce que effectivement, quand tu regardes les vidéos où on peut estimer que c'est sur certaines sanctions, ça me semble Il n'y a pas de réaction. ça me semble pas évident, ouais. Ça me semble pas extrêmement évident, donc c'est assez bizarre. Bon, les Broncos vont devoir se faire sans. C'est Jarrett Stidham, donc le quarterback 2, qui va prendre la relève normalement, sauf s'ils appellent un vétéran, un papy. Ils ont la possibilité d'appeler des quarterbacks qui sont agents libres actuellement. Donc à voir ce qu'ils vont faire, mais c'est vrai que Stidham est dans l'équipe depuis déjà plus d'1 an, parce qu'il était déjà chez Broncos l'année dernière. Ils attaquent pas de la meilleure manière, on va dire, les finales de conférence. Après, si je peux me permettre, bien sûr, tu perds Bonix sur le match là, la finale de conférence, ça va être compliqué et forcément, c'est
c'est une épine dans le pied que tu te tires un petit peu. Mais je trouve que l'avantage que tu peux en tirer de cette situation-là, c'est que les Patriots n'auront pas de film avec Stidham sur la saison. Donc ça va être compliqué un petit peu de jauger cette offense des Broncos. Même si Stidham, moi je l'ai déjà vu jouer aux Raiders, il a été capable de faire un gros match en dernière semaine où on n'avait plus rien à jouer. Et il y a certains fans qui voulaient qu'on lui signe un contrat de 3 ans. Bon, on sait que c'est un niveau backup, mais sur ce match-là, peut-être sur la finale de conférence, on verra un petit peu. Vous allez peut-être en parler dans la preview, mais en tout cas, ça peut laisser de l'incertitude, en tout cas du côté des Patriots, pour analyser un petit peu ce qu'est capable de faire cette offense des Broncos. On va voir s'il a progressé depuis sa draft, parce que l'équipe qu'il a drafté, c'est les Patriots. Ah. Qui avait préféré partir sur Cam Newton en 2020 plutôt que le mettre starter quand Brady avait signé à Tampa Bay. Donc bon, je pense que c'est assez représentatif. Ça serait beau malheureusement. Ah, ça serait, ouais, pour Stidham, ça serait beau d'éliminer les Patriots et d'aller au Super Bowl. Le nouveau Nick Foles. Exactement. Voilà pour ce match-là. Donc, bon, les Bills sont maintenant en vacances. On va voir ce que ça va donner. On l'a évoqué, tu l'as évoqué. Sean McDermott a du coup été licencié. On en parlera un petit peu plus longuement dans la preview, je pense. Mais gros changements à prévoir du côté des Bills. Pas mal de chantier malgré tout. Et puis du côté des Broncos, ça sera le prochain match, dimanche à 21h. Donc, il faudra être au rendez-vous pour match à domicile de nouveau, puisqu'ils avaient fini premier de conférence. Voilà pour le premier match. Le deuxième, je ne sais pas si on va passer autant de temps. Il y a en tout cas eu on va sûrement avoir moins de choses à en dire. Il y a eu moins de situations un petit peu douteuses, en tout cas, puisque le deuxième match a été un peu un blowout pour les Seattle Seahawks à domicile, qui ont gagné 41-6 contre leur ennemi de division, les San Francisco 49ers. Alex, un mot, je pense que ça sera suffisant. Ah, écoute, franchement compliqué, hein. Après, on l'a dit toute la saison, les 49ers, c'est quand même assez fou ce qu'ils ont réussi à faire tout au long de l'année avec toutes les blessures qu'ils ont eues. Donc, bien joué d'être arrivé jusque-là. Bon, après, voilà, tu as une équipe qui est mieux préparée que toi, qui a plus de talent et en forme que toi. Donc, c'est compliqué. Et en plus, tu commences ton match avec tout de suite un kick return pour un touchdown. Donc, ça te met tout de suite dans le bain. Tu es à l'extérieur, tu te prends ça dans la gueule. Ouais, c'est compliqué. Tu sens que ton match va être très difficile. Et puis, les Seahawks n'ont même pas eu besoin, je trouve, de tant forcer que ça. Quand tu regardes Sam Darnold, on lui a pas mis beaucoup de pression. On a beaucoup joué au jeu au sol avec Kenneth Walker qui sort avec 3 touchdowns quand même. Et voilà, on a fait confiance à cette ligne offensive qui progresse de semaine en semaine, je trouve, du côté des Seahawks. Je pense notamment à un Grezable qui est le rookie, qui a fait quand même une belle performance aussi, comme beaucoup de ses compères de la O-line sur ce match-là. Après, sur la prochaine confrontation, ce ne sera pas la même adversité qu'ils vont faire face. Mais en tout cas, voilà, cette équipe des Seahawks c'est très dangereuse d'un point de vue défensif aussi également. On l'a vu tout le match, la pression qu'ils ont mis à chaque fois. Ils font 2 fumbles recouverts sur ce match-là, avec Love et Eman Mori également. Et c'est une équipe qui met de la pression, qui fait déjouer les offenses adverses, et tu as l'impression que c'est très compliqué de les arrêter. Donc si derrière ton offense pour San Francisco n'arrive pas à se mettre dedans et qu'un McCaffrey est quand même bien couvert, derrière c'est toute ton offense qui tousse un petit peu. Donc match très compliqué de la part des 49ers, et malheureusement le fait qu'ils n'ont pas trop le droit de marge à l'erreur, on va dire, ça rend le match très compliqué, ça rend un blowout sur ce match de divisional. Ouais, je te rejoins. Comme j'ai dit sur le match précédent, je vais mettre en avant une action qui me semble importante pour la tournure du match. Tu l'as évoqué le premier quart-temps. Effectivement, les Seahawks, ils commencent par un kick-off return. Derrière, c'est turnover on downs, field goal, fumble des Niners, touchdown. En fait, ils sont à la fin du premier quart-temps à 17-0. Mais moi, le jeu que je veux mettre en avant, c'est le touchdown juste avant la mi-temps. Puisque les Niners étaient revenus, si on peut dire revenus, mais en tout cas à 17-6. Tu sais, tu rentres à la mi-temps avec uniquement 11 points. Quand tu vois les difficultés que tu as eues pendant la première mi-temps, tu te dis, est-ce que si j'arrive à me remettre la tête à l'endroit, il y a une possibilité ou pas? Et en plus, ils avaient le ballon au retour des vestiaires. Donc franchement, rentrer à la mi-temps avec juste 11 points, avec le ballon au tout début du troisième quart, tu pouvais espérer faire une remontée.
Bon, bah, les Seahawks, ils nous ont pondu un 10 jeux 80 yards en 4 minutes pour mettre un touchdown, 24-6 finalement à la mi-temps. Bon, là, effectivement, c'est un petit peu plus difficile. Et derrière, tu reviens de la mi-temps, tu fais un turnover en down de field goal. Bon, bah, le match, il était fini, quoi. Donc, effectivement, énorme prestation défensive des Seahawks et offensive, en tout cas sur le jeu à la course. On n'a pas demandé à Sam Darnold de forcer son jeu. Et c'est très bien. Je pense que pour aller loin en playoff pour ces Seahawks-là, en tout cas de ce qu'on a pu voir sur le début de la carrière de Darnold, il ne faudra pas lui demander de trop forcer. Donc peut-être que sur des matchs coup près, bah, ça peut être plus compliqué également. Mais écoute, les cibles, quand il a fallu les trouver, il les a trouvées. Je trouve qu'il s'est quand même sorti de 2-3 situations pas forcément évidentes. Il y a de l'espoir hein, pour ces Seahawks, il y a de l'espoir d'aller très très loin. On a appris encore une mauvaise nouvelle, je vais encore être oiseau de mauvais augure malheureusement, mais Zach Charbonnet du coup fin de saison parce qu'il s'est fait les ligaments, donc là le jeu au sol va beaucoup plus reposer, encore plus je dirais sur les épaules de Kenneth Walker qui nous a sorti un match XXL bien sûr, 19 portées, 116 yards, 3 touchdowns, monstrueux. Et ouais. À voir offensivement, c'est vraiment ma principale crainte s'ils arrivent effectivement à mettre dans l'entonnoir à chaque fois leurs adversaires dès le début du premier quart-temps. Je pense que ça le fera pour eux. Si tu commences à rentrer vraiment dans un match très accroché où ça fait des 3 and out, où ça fait quand même pas mal de punts et que ça n'arrive pas à mettre soit des field goals, soit des touchdowns, attention à cette équipe qui manque encore un petit peu d'expérience, que ce soit sur la sideline ou que ce soit sur les joueurs sur le terrain qui n'ont pas forcément connu les joutes des playoffs et encore moins les finales de conférence. Donc, Après, ce qui me rassure un petit peu dans cette équipe, c'est que, alors d'un point de vue défensif, on parle vraiment d'équipes, enfin de défense qui sont élite. Hein. Moi, je trouve que je les mets même au même niveau que les Texans, on va en parler juste après, qui ont fait un match aussi. La défense a fait un match impressionnant. Mais vraiment, cette défense des Seahawks, vraiment, elle fait très très peur. Et j'ai l'impression que cette attaque, à l'inverse d'autres équipes, par exemple, c'est une attaque qui fait peu d'erreurs quand même, malgré tout. Peu d'interceptions, peu de fumbles ou quoi que ce soit. Et que même si ton attaque elle a du mal à avancer, tu as toujours quand même l'espoir que ta défense peut te porter jusqu'à la victoire, comme on dit assez régulièrement, hein, mais c'est la défense qui fait gagner les titres. Bah, je pense que ça peut être le cas pour ces Seahawks et je pense que c'est un peu leur mantra sur cette saison. Alors, bien sûr, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et peut-être sur le match face aux Rams, ce sera une orgie offensive, ils vont mettre 35 points, etc. Mais je pense pas que ce soit la direction que va prendre ce match-là. Mais en tout cas, cette équipe des Seahawks, voilà, va miser sur le jeu au sol en attaque, avec un Darnold qui essaie de faire peu d'erreurs. T'as un Jackson Smith et Njigba qui, mine de rien, même s'il touche pas beaucoup de ballons, bah, c'est quand même lui qui marque un touchdown à la réception et qui ouvre des brèches pour les autres receveurs. Tu vois, par exemple, un Cooper Kupp sur ce match a été pas mal utile. Donc voilà, il ouvre des brèches en tout cas des possibilités pour les autres receveurs. Et derrière, il y a la défense qui doit se focus sur lui, sur Kenneth Walker. Donc tu commences à avoir quand même quelques playmakers en attaque. Et cette défense, elle restera toujours à un niveau plancher qui est très très élevé et qui peut te permettre de croire très très loin, en tout cas en tes chances de potentiellement de Super Bowl. Ouais, complètement. Complètement, c'est une équipe qui est très très solide. Ils l'ont montré de façon saison régulière. Ils l'ont montré sur leur premier match de play-off cette saison. Donc à suivre. En tout cas, ils naviguent vers la finale de conf. Ça sera de nouveau à domicile sur un match dans la nuit de dimanche à lundi à minuit et demi. Donc voilà, il y aura certains supporters qui auront quelques cernes le lundi matin pour aller au travail. Un petit mot du coup pour les 49ers qui sont à Cancun. Ça y est, on pensait qu'ils y seraient depuis déjà un petit peu plus longtemps. Et effectivement, je trouve, moi, personnellement, que cette saison, Shanahan a vraiment fait de la magie avec une équipe qui a été totalement décimée. Je ne l'ai pas évoqué, mais pendant le troisième quart-temps, c'est Jack Tonguis qui s'est blessé également, donc un autre tight end. Est-ce que c'est encore une rupture du tendon d'Achille ? Il semblerait, en tout cas, la manière dont il se le tient. Je n'ai pas vu les nouvelles passer sur Twitter. Je ne sais pas si c'est ça. Il va vraiment falloir se poser des questions sur le corps médical ou sur les entraîneurs les training staff de l'équipe, parce que là, ça pose vraiment beaucoup, beaucoup trop de questions et les blessures ont vraiment gâché la saison. Ouais, ont vraiment gâché la saison des Niners. Donc, un peu dommage. J'ai trouvé Purdy, moi, assez mis en difficulté, malgré tout. Alors, c'est vrai qu'avec un score de 17-0, tu sais qu'il faut quand même forcer un petit peu plus à la passe. Face à une défense, on l'a évoqué, des Seahawks qui met énormément de pression. Mais malgré tout, j'ai trouvé très en difficulté, difficile pour lui de trouver ses receveurs.
Son meilleur receveur, c'est le tight end, justement, Jack Tongis. Et le deuxième, c'est Christian McCaffrey, le running back. Je pense que c'est assez représentatif du désert un petit peu au niveau de l'escouade des receveurs. Malheureusement, on le sait, il y a la blessure plus ou moins de Pierre Sol parce qu'il revenait de blessure. Mais bon, quand tu te blesses à la cheville, en tout cas, j'ai trouvé transparent. Est-ce que c'est lié que à la blessure ou à son niveau? Parce que ça fait quand même 2 ans qu'il est... malheureusement, je trouve assez transparent dans cette équipe. Il y a un Brandon Ayuk qui a décidé de ne plus porter le maillot et au fait, tu dois t'appuyer sur un Jawan Jennings qui n'est pas mauvais, tu dois t'appuyer sur un Demarcus Robinson, sur un Kendrick Bourne. Bon, on a atteint les limites en fait, j'ai l'impression. Ouais, moi je te trouve un peu dur parce que là tu viens de citer les squads de receveurs et pour moi, Purdy il peut pas faire grand chose en vrai si tes mecs ne se séparent pas. T'es obligé de garder la balle si tu veux pas, enfin dans les mains et pas la perdre. Donc derrière, t'es obligé d'essayer de scrambler, de faire un peu, d'essayer de t'en sortir. Tu vas prendre des sacs. Il en a pris que 2 sur ce match, mais le nombre de pressions qu'il a pris, c'est assez aberrant. Et franchement, alors ouais, même si des fois tu vas lancer, tu vas targeter McCaffrey parce que tu essaies de sortir de ce merdier, c'est très compliqué pour Purdy. Franchement, j'ai un peu de la peine pour lui parce que je trouve qu'il a fait une vraie belle saison et c'est dommage qu'il y ait toutes ces blessures-là du côté des 49ers. J'en parlais en préambule, mais malheureusement, tu peux pas, face à une équipe des Seahawks comme ça, et surtout face à une défense des Seahawks comme ça, tu peux pas espérer grand-chose de mieux sur ce type de match. Après, pour la suite, les 49ers, faut qu'ils capitalisent sur les bons petits joueurs qu'ils ont trouvés en défense. Tu vois, je pense au Malik Mustafa, les Dee Winters, les Reynaldo Green aussi, par exemple, Upton Stout, qui a montré des belles choses, CJ West. Il y a plein de petits jeunes chez eux qui commencent à se développer. Robert Saleh a fait du bon boulot, je trouve, d'un point de vue défensif, malgré tout, avec tous les blessés. Et ça donne de beaux espoirs, on va dire, pour l'avenir, s'ils arrivent à bien drafter aussi et à maîtriser une bonne free agency sur cette intersaison. Mais en tout cas, il y a des belles perspectives d'espoir parce que tu as quand même un jeune quarterback qui est aussi là. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour l'avenir. Tu as évoqué pas mal de noms, c'est beaucoup de joueurs qui ont été draftés en 2025. Donc tu as évoqué, effectivement, je pense que le renouveau, ou en tout cas l'ajout de sang frais dans cette équipe passera beaucoup malgré tout par la draft, parce qu'en termes de salary cap, je n'ai pas regardé avant l'émission à combien ils étaient, mais tu sais que c'est toujours un petit peu difficile, d'autant qu'ils ont signé Purdy l'année dernière, donc à voir, mais effectivement, ils ont quand même fait plutôt on a vu des joueurs qui ont été pris à la draft cette saison et qui ont plutôt bien performé, donc toujours positif. C'est toujours positif. De toute façon, les Niners, tant qu'il y aura Shannon, resteront toujours ces Niners-là et qui sont toujours contenders à minimum pour aller en playoff et un petit peu plus loin si les étoiles s'alignent bien. Exactement. Mais attends, petite anecdote, mais j'avais pas du tout vu qu'il y avait ce joueur qui était du côté des 49ers, c'est Keyon White, qui est un ancien de chez toi, tu connais bien, qui est aux 49ers. Je savais même pas qu'il était là-bas. Je l'avais complètement oublié, celui-là. Il a été tradé en milieu de saison. Vous avez récupéré un truc pour Keyon White? Ouais, un petit pick 6e ou 7e. Alors que c'était un deuxième pick, c'était un deuxième tour. Après, il n'y a pas de petit profit, comme on dit. Tu m'étonnes. Et tu vois, même Robert Saleh n'a pas réussi à en faire un DN de bon niveau. Donc bon. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. On peut être magicien, ça reste quand même compliqué. Il y avait des tours grosses matos à développer aussi. Un peu déçu de la saison des The End dans leur globalité, parce que c'est l'équipe, les 49ers sont régulière, c'est l'équipe qui a réalisé le moins de sacs. Un peu déçu de la saison de Bryce Huff. Quand t'as Bosa qui se blesse et que derrière ton meilleur deuxième edge, c'était censé être ton rookie qui se blesse aussi, qui était pas réputé pour être un gros pass rusher, et puis derrière t'as Bryce Huff, compliqué. Ouais, mais je l'aimais bien aux Jets. Il a fait une saison pourrie aux Eagles, mais je l'aimais bien aux Jets et je pensais que justement avec Saleh, il l'allait, parce que ils étaient aussi joueurs et coachs ensemble aux Jets, et je pensais justement qu'il allait pouvoir retrouver un peu son niveau des Jets. Bon, un peu déçu, ça a été un beau pari tenté qui a pas très bien réussi, mais ça valait le coup, je pense. Voilà pour ce deuxième match. Bon, finalement, on a tenu plus de 10 minutes sur un blowout, donc je ne sais pas combien de temps on va tenir pour le prochain match. Préparez-vous si vous avez une demi-heure devant vous. Donc le troisième match était le dernier match dans la conférence AFC. Les Patriots qui recevaient les Houston Texans, et les Patriots ont gagné à domicile 28-16 dans un match, le premier match neigeux et enneigé de cette divisional. Match serré, malgré le score. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais,
Un mot pour résumer, et c'est pas turnover le mot que tu dois trouver. Est-ce que tu as un autre mot? Moufle. C'est les mains de CJ Stroud. Chistoud, hein, comme dirait GG, bien évidemment. Mais c'est impossible de ne pas commencer par la performance dramatique de CJ Stroud. 4 interceptions. Il a complètement coulé son équipe. On va rentrer les pieds dans le plat, mais malheureusement, je pense que ces Texans, grâce à leur défense qui était élite, impressionnante sur ce match, hein, le duo Hunter-Anderson a fait un boulot. Ils ont donné un nombre de munitions à leur offense qui était vraiment aberrant. Et CJ Stroud a vraiment coulé son équipe. Alors oui, la météo est pas top, etc. Il n'y a pas de problème. Mais franchement, il y a un moment donné, les passes sont pas dans les bons timings. Il n'y a plus de confiance. Limite, il lance, mais il fait exprès de lancer sur Carlton Davis. À un moment donné, tu te poses des questions. Enfin, c'est aberrant. Alors oui, il y a la protection qui est à revoir. La défense des Patriots, c'est pas mauvaise. Il y a une bonne couverture. C'est quand même des bons DB du côté des Pats. Mais je suis désolé, il y a un moment donné, CJ Stroud, il fait des choses qui sont pour moi... alors j'adore le joueur, hein, mais il a fait des choses horribles sur ce match pour son équipe, qui ont coûté pour moi le match à Houston. Et j'ai pas envie non plus de lui amputer toute la faute également, parce que je trouve le play calling aurait dû s'adapter aussi. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que, alors oui, ton jeu au sol était pas top sur ce match, mais tu peux trouver une autre manière de mettre en valeur tes receveurs. Tu peux faire des screens, tu peux faire des jet sweeps, tu peux faire des jeux un peu feintés, tu peux faire de la RPO, etc. Alors oui, c'est compliqué si ton jeu au sol ne marche pas pour faire de la RPO ou ce genre de choses, mais sois un peu inventif, parce que là, c'était compliqué tout le temps. Il était en train de subir le match et est obligé de lancer à plus de 10 yards pour trouver une cible. Et c'était compliqué, hein, parce que tu lui demandes de faire des choses qu'il n'arrive plus à faire parce qu'il n'a plus la confiance. Et très sincèrement, j'étais assez triste de le voir à ce niveau-là, parce qu'il y a un moment donné, on était beaucoup dans le channel Discord à réclamer Davis Mills, parce qu'à un moment donné, là, la confiance du bonhomme, elle était perdue, en fait. Enfin, il y avait plus rien. Et 4 interceptions, franchement, deuxième mi-temps, ils sont un petit peu adaptés. Et ils ont essayé de faire un petit peu autre chose. C'est dommage, parce qu'il y avait une belle connexion avec Higgins, le receveur. Mais voilà. Le match était quand même serré, parce que la défense est élite et qu'elle te laisse un petit peu dans le match. Mais c'est tellement dommage pour les Texans d'avoir gâché autant de munitions, je trouve. Donc voilà, un peu déçu de ce point de vue-là du côté des Texans surtout. Ouais, complètement. Et moi, pour ressortir une action que j'ai trouvée importante, c'est au début du troisième quart. Donc les Texans qui sont menés 21-10 à la mi-temps. Ils reviennent, ils font un bon drive, ça finit par un field goal, 21-13, et dans la foulée, il y a un fumble des Patriots. Et là, tu te dis, OK, il y a 21-13. Là, ils sont en position, parce qu'ils étaient dans le territoire des Patriots, ils sont en position pour soit mettre 3 points, et si ça se passe bien, 7 ou 8 points, parce que je pense qu'il y aurait eu la transformation à 2 points. Et il y a un fumble de Woody Marks. Et j'ai l'impression que celui-là, il les tue vraiment, parce que derrière, ouais, il y a punt et field goal pour les Texans. Mais tu passes quand même à côté d'une énorme occasion, je trouve. Donc, ça aurait pu leur permettre de se remettre un peu la tête à l'endroit. En tout cas, offensivement, tu l'as dit, défensivement, ça a été monstrueux. Will Anderson finit avec 3 sacs et Daniel Hunter avec 2. Un nombre de pression monumental. Bien de force fumble, les deux, là. Ils en ont 5, je crois. 5 les deux? Ouais, il y a 2 perdus et 5 fumbles forcés. Ouais, je crois qu'il y a, c'est ça. Il y en a quelques-uns qui sont couverts par vos likes. C'est ça. Donc voilà, après, sur ce match-là, il y a eu des hauts et des bas aussi de l'attaque des Patriots. Il y a eu des moments où ça drivait bien. Le touchdown de Stephon Diggs, par exemple, c'est un super drive de l'attaque. Le touchdown de Kayshon Boutte, c'est une passe absolument magnifique. La passe est magnifique, la réception est magnifique. Incroyable. Sur cette action, tout est magnifique. Et en fait, tu as l'impression que c'est vraiment des actions comme ça qu'il fallait pour réussir à outrepasser cette défense des Texans. Parce que là, j'ai parlé des 2 derniers touchdowns des Patriots, mais le premier touchdown, il est aussi monstrueux. Hein. C'est Demario Douglas en 4e et 1. En milieu de terrain, là. Ouais, la sitter, il le colle. Il arrive à bien garder le ballon. Enfin, c'est quand même des catchs assez monstrueux. Les 3 catchs, hein, Diggs et Boutte, oui, c'est quand même du très très haut niveau. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour aller taper cette défense? Et encore, enfin, tu l'as dit, mais ils n'ont vraiment pas du tout été aidés par l'attaque et par CJ Stroud notamment, parce que moi je trouve que Jaden Higgins a fait un super match. Ouais, très bien. Vraiment bizarre, écoute, vraiment bizarre. Après, je te l'ai dit, je trouve que la deuxième mi-temps de Stroud a été un petit peu mieux. En tout cas, il n'y a pas eu d'interception, ce qui était déjà un petit peu mieux de leur côté, mais ouais, leur plan de match, parce que le pick six qu'ils lancent, les Texans, ils menaient 10-7.
Tu voyais que l'attaque des Patriots galérait vraiment à avancer sur le terrain. Tu les remets vraiment dans le match. À domicile en plus. Enfin, du côté de Boston, il y a eu une ambiance de fou. La neige, le vent. C'était trop. C'était trop pour les Texans. Et les questions se posent autour de CJ Stroud. Là, ça y est, je pense que la fenêtre va être ouverte pour lever ou pas la 5e option de son contrat rookie. Pour le faire, je pense. Ils sont obligés. Dans l'absolu, ils sont quasiment obligés de le faire parce que t'as qui d'autre derrière, en fait. Et tu vois, moi, j'étais pas trop pour le changer parce que le message que tu lui envoies, tu vois, c'était pas dans la même situation, justement, des Panthers où Canales avait benché Bryce Young pendant quelques matchs parce que là, c'est sur un match de playoff. Sur potentiellement le dernier match de ta saison, tu le benches. Après, c'est quoi le message que t'envoies à l'équipe, tu vois? Après, tu fais confiance à ton QB, voilà, mais le problème, c'est que derrière, sur le deuxième mi-temps, tu dis qu'il a été meilleur. Bah, il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur. C'est surtout que le play call a été adapté pour qu'on ne prenne plus de risques du côté d'Houston, tu vois. Et c'est dommage parce que derrière, t'es plus du tout agressif et au final, tu marques sur 2 field goals, tu vois. Enfin, t'avances quasiment plus. Donc, c'est compliqué. Moi, je pense qu'avec un Davis Mills, au moins, t'aurais peut-être pu. Enfin, en tout cas, sur cette deuxième mi-temps, je pense que ça aurait été plus compliqué pour les Patriots. Ils auraient dû s'adapter et s'adapter en cours de match dans un match comme ça. Ça aurait pu être compliqué pour les Pats. Donc, je pense à ce moment-là, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Alors, oui, après, je peux te rejoindre sur le message que tu envoies qui est peut-être pas le bon. Après, si CJ Stroud, voilà, tu fais un mauvais match, mais peut-être il aurait été retitulaire sur le prochain match s'il l'avait gagné. On ne sait pas. Mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Et puis en plus, c'est à cause d'une de ses passes que Cade Stover, je crois, il se fait les ligaments croisés aussi. Ouais. La passe, elle est carrément derrière Cade Stover qui veut quand même se détendre pour essayer de la rattraper, mais il se fait les ligaments croisés sur le genou. Parce que le pied reste planté dans la pelouse. Ouais, l'image, elle est assez. parce que la passe est mauvaise, donc c'est très. Il y a aussi Dalton Schultz qui est sorti sur commotion, qui est parvenu. Ouais. S'il a vraiment pas fait un bon match, il a lancé des sales ballons. C'était pas beau à voir. Et il y a une stat qui est passée justement pendant le match sur les wildcard week-end de Stroud, qui est quasiment à 300 yards en moyenne sur ces matchs-là et aucune interception ou quelque chose comme ça. Et ces matchs de divisional où il est à 200 yards difficilement en moyenne et son rating il est aussi extrêmement bas, beaucoup plus d'interceptions également. Donc je trouve qu'il y a quand même des questions qui se posent depuis 2 ans sur lui. On peut lui évoquer la O-line qui est assez faible, certes, mais écoute, je trouve qu'il y a des quarterbacks qui arrivent à faire mieux et avec moins aussi, parce qu'il a quand même des bonnes armes. Compliqué du côté des Texans et bon, malgré la défense, c'est pas passé non plus cette saison, quoi. Dommage pour Dimico, parce que Dimico Ryans, je trouve, fait du bon boulot. Fait du bon boulot du côté défensif et pour manager cette équipe. Et tu vois, au final, ils arrivent quand même 3 années de suite à gagner un match de wildcard, alors que avant qu'il arrive, c'était quand même une équipe qui traînait dans les bas-fonds de la ligue. C'est propre. Après, maintenant, il faut passer ce cap de divisional qu'ils ont du mal, comme tu l'as dit. Parce qu'ils sont jamais à domicile aussi, quasiment, dans les divisional. Habituellement, ils étaient à domicile pour les wildcards. Pas cette année, mais les années d'avant, ils y étaient parce qu'ils gagnaient la div. Ouais. Mais après, oui, Divisional West, ils sont souvent. Divisional, à chaque fois, ils sont dans la neige. Oui, c'est des conditions un peu climatiques. Ils ont du mal à gérer. Là. Je pense vraiment qu'il faut qu'ils s'adaptent sur ça. Quoi. Parce que c'est. Soit tu finis premier de conf et tu joues tout le temps chez toi, soit tu commences à travailler avec des conditions dans la neige et tu essaies de bosser là-dessus. Quoi. Soit tu milites pour que tous les stades de NFL aient un toit. Aussi, ouais. tu peux tenter. Pour CJ Stroud. Oui. Pour Coolidge. Voilà pour les Texans. Du coup, les Patriots passent à l'étape suivante. Donc, on l'a évoqué, victoire des Broncos, victoire des Patriots. Donc, je vous le donne en 1000. Ça sera la confrontation de finale de conférence. Bon, la O-line n'a pas été rassurante, mais l'attaque a quand même fait des bonnes choses. Et tu l'as évoqué aussi, après, la défense a vraiment été l'escouade la plus importante de cette équipe. J'ai trouvé un peu bizarre des fois de Josh McDaniels de laisser des fois, même très régulièrement, je trouve, Anderson ou Hunter tout seul. Que t'es pas un petit tight end qui vient cheap mettre un petit coup d'épaule ou que le running back vient pas aider systématiquement. Pour moi, il y a eu plusieurs situations. À chaque fumble, c'était quand l'un des deux était tout seul. Et Drake May, oui, il perd le ballon. Mais le problème, c'est que ça arrive côté faible 3 fois, je crois. 3 fois, ça arrive côté faible. Il peut pas voir. Et en termes de timing, Anderson, c'est un félin. Le mec, il fait ça en 2 secondes et demie, le gars. Donc, à un moment donné, tu as beau dire ce que tu veux. Je ne les mettrai pas non plus sur la faute que de May. Mais
Mais attention, quoi, enfin, sur les prochains matchs, parce que tu vas affronter une défense des Broncos qui a quand même des bons pass rushers aussi, qui met de la pression aussi à l'intérieur, avec Zach Allen, tout ça, qui est numéro 1 NFL sur les pressions à l'intérieur de la D-line. Et t'as du Nick Bonito, tout ça, enfin, t'as quand même du beau monde. Donc, ça peut être la même problématique. Et je pense qu'il faut faire un meilleur boulot sur la protection. Et Drake May aussi, qui fasse un meilleur boulot pour identifier d'où vient le danger. Parce que les Broncos, je crois que ça blitz un petit peu plus quand même que les Texans. Les Texans attaquent beaucoup à front 4. Les Là, Broncos attaquent. ils ont beaucoup plus blitzé sur ce match-là, justement, Ouais. parce qu'il y a eu toute cette narrative. J'écoute pas mal de podcasts américains. Ils disaient, ouais, les Texans, on sait, ils attaquent à 4 et tout. Là, sur le plan de jeu, ils ont beaucoup plus blitzé en envoyant soit des linebackers, soit des corners, voire parfois Jalen Pitré, qui s'est un peu fait plaisir aussi là-dessus. Donc, ça a un petit peu changé, mais je te rejoins sur l'aspect, justement, reconnaissance des jeux appelés, des jeux défensifs appelés. Ça reste un quarterback de deuxième année, hein. Donc, il est encore en apprentissage, mais oui, il va falloir qu'il protège beaucoup mieux son ballon, ça c'est un premier point. Et comme tu l'as évoqué, qu'il puisse reconnaître un petit peu plus les schémas de jeu défensifs pour s'éviter aussi certaines pressions par moment. Exactement. Voilà pour ce match, et du coup, on va attaquer le dernier match qui nous a laissé en haleine pendant 60 minutes et 10 minutes de plus, puisque les Bears recevaient à domicile les Los Angeles Rams, et les Rams ont gagné dans le froid très hivernal du côté de Chicago. 20-17 en overtime. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'est une victoire des Rams? Est-ce que c'est une défaite des Bears? Non, je pense que c'est une victoire des Rams. Alors oui, on va dire encore les Rams, encore d'une manière un petit peu étriquée. Ils dominent pas leurs adversaires comme il faudrait. Mais c'est quand même une belle équipe des Bears qui est menée, je trouve, d'une main de maître par Ben Johnson, qui a métamorphosé cette équipe, mais complètement depuis l'an dernier. Pour moi, c'est le jour et la nuit. En tout cas, d'un point de vue offensif, je trouve, et même défensif, avec Dennis Allen qui propose quand même des bonnes choses, je trouve, avec des mecs qui sont pas des stars à leur poste. Donc, surtout un backfield défensif très dangereux du côté des Bears. Mais en tout cas, voilà. C'était un match qui était compliqué, tu le savais. Et pour moi, tu as eu beaucoup de choses sur ce match. Tu as eu de la folie avec cette passe en 4e tentative de la part de Caleb Williams. Mais en tout cas, voilà, c'est une équipe. En tout cas, les Rams se sont sortis du piège des griffes des Bears et ils ont fait, je trouve, une bonne performance, que ce soit à la réception avec beaucoup de cibles utilisées. Je trouvais Matthew Stafford, en tout cas, le play call de McVay a été plutôt intéressant avec l'utilisation de beaucoup de cibles, beaucoup de tight end par exemple, ou de utiliser le centre du terrain pour permettre à des Wintington ou des Parkinson de briller un petit peu, parce que tu savais que des Nakua et des Adams, ça allait être pas mal entendu. Donc voilà, un match compliqué, hein, c'est dans la neige aussi, tu as 2 fumbles du côté des Rams, c'était pas évident, mais en tout cas, cette équipe a beaucoup de ressources et a quand même trouvé le moyen de gagner en prolongation. Donc match pas facile, ils avancent au prochain tour, mais en tout cas, ce match-là était assez plaisant à voir, je trouve. Ouais, match très plaisant, effectivement, assez serré. Il n'y a pas eu d'équipe qui a pris vraiment le large ou le lead. Moi, j'ai une action que je vais mettre en avant, bien sûr, et c'est pendant l'overtime, c'est l'interception de Caleb Williams que je mettrai pas, pour lequel je ne le mettrai pas responsable. Je trouve, moi, que DJ Moore est beaucoup plus fautif sur l'interception que Caleb Williams. Tu sais pas trop pourquoi, mais il arrête sa course, ou il ralentit, ou il se sent pas concerné par le jeu. Et c'est un peu dommage quand l'équipe est, comme on dit, on the line pour potentiellement aller en finale de conférence, puisque du coup, pendant l'overtime, avec la nouvelle règle, les Rams avaient punté, donc ce qui donnait en fait l'occasion aux Bears de, même avec un field goal, de pouvoir remporter le match, s'ils le mettaient bien sûr. Et cette interception, alors peut-être que Williams n'a pas à la lancer non plus, je sais pas trop, mais je trouve que l'attitude de DJ Moore pour moi est quand même extrêmement problématique, malheureusement. Après, sur le match, Williams n'est pas exempt de tout reproche. 3 interceptions quand même sur l'intégralité de la rencontre, 2 pendant le temps, pendant comment dire, les 60 minutes. La première interception, dans l'absolu, c'est pas bien grave, c'est une 4e tentative proche de la end zone des Rams. Bon, il n'y avait pas de solution, tant pis. Par contre, la deuxième, sur une couverture 2, j'ai l'impression, celle-là, en termes de lecture, elle est quand même pas belle, malheureusement, quoi. Et il n'y a pas de conséquences derrière, parce qu'il y a un punt, en tout cas sur la deuxième interception, mais c'est dommage. Je trouve qu'il y a eu des moments où Williams n'a pas forcément aidé son équipe. Il y a eu un bon jeu au sol. Il y a eu des bons appels de jeu. Comme tu l'as dit, c'était un match serré, étriqué.
Ça s'est joué à des détails, et le détail, bah, c'est peut-être Sean McVay, c'est peut-être Matthew Stafford, c'est peut-être les méga stars dont est composée cette équipe des Rams, qui manque peut-être encore un tout petit peu à cette équipe des Bears. Ouais, non, totalement d'accord. Et puis, comme tu dis, c'est aussi l'expérience pour Caleb qui rentre aussi, le métier qui rentre un petit peu. Bah, c'est sa deuxième saison, première fois en playoff. Là, c'est un match dans la neige en plus. Compliqué un petit peu pour lui sur certaines situations. Tu en as parlé de l'interception, là, quand c'est la zone et qu'il vise, je crois que c'était, je sais plus si c'était Adams ou je ne sais plus, pas Adams, mais DJ Moore, je crois qu'il visait. Et il y a aussi celle sur Ndunze, et c'est Cameron Curl qui fait interception, qui lit très bien. Ça, c'est la deuxième, ça. C'est la deuxième, ouais, c'est ça. Mm. Bah, celle-ci, tu vois, ouais, celle-là, elle fait vraiment beaucoup de mal parce que tu te dis que c'est un momentum du match qui peut changer pas mal de choses. Donc voilà, je pense que c'est le métier qui rentre, et malheureusement, c'est dommage parce que le jeu au sol était bon. T'en as parlé, les appels de jeu du côté de Ben Johnson étaient bons. Ils ont gagné pas mal de yards par-ci et par-là. Je trouve que c'était plutôt complet. Ils ont fait un peu ce qui faisait leur force depuis la fin de saison, c'est à savoir beaucoup de cibles et un jeu assez imprévisible, on va dire, entre guillemets. Donc c'est un petit peu, je pense, les fans des Bears sont un peu déçus, mais malgré tout, ça reste quand même une performance. Tu vas en prolongation, tu perds sur ce match-là, tu vois, ça se joue vraiment à des détails à un moment donné, et tu mets des très bonnes bases, je trouve, pour les prochaines années. Et pour moi, le futur est radieux pour cette équipe, hein. Ils ont vraiment tout pour dominer la conférence, je pense, dans les années à venir. Ils ont un quarterback qui, pour moi, a progressé. Il a montré des très belles choses. Il a encore beaucoup de choses à travailler, être un peu plus propre. Mais je trouve que jouer dans la structure, c'était une des choses où il avait un gros problème en université, et on l'avait vu durant sa première saison. Mais je trouve qu'au fur et à mesure de la saison, il a eu beaucoup plus de facilité, on va dire, et arriver à mieux comprendre comment jouer dans une structure, à ne pas à pas scrambler à tout bout de champ et à vouloir faire le héros à chaque fois. Non, là, il arrive à faire confiance à sa O-line, qui est très bonne, et assez cible pour se démarquer. Donc non, sincèrement, j'ai bien aimé le changement, on va dire, de Caleb Williams, et la progression qu'il a depuis plusieurs mois maintenant. Et merci aussi Ben Johnson, je pense, de lui avoir fait comprendre qu'il pouvait être un très très grand quarterback. En tout cas, voilà, cette équipe des Bears a beaucoup d'avenir, en tout cas un avenir radieux, j'ai envie de dire, pour le futur. Je serais peut-être pas aussi optimiste que toi pour les Bears, dans le sens où j'ai trouvé que cette saison, il y a eu des victoires vraiment à l'arraché sur des passes ou des situations qui, d'année en année, tu sais que ça peut, c'est un peu un pile ou face. On a pas mal d'équipes en tête, mais il y a eu les Vikings, qui est un petit peu l'exemple évident il y a quelques années, qui avaient remporté 14 ou 15 matchs avec une seule possession d'écart, et qui l'année d'après s'est un petit peu effondré, mais sur une équipe un petit peu plus récente, les Commanders, l'année dernière, qui tu sentais que tout tombait bien. Je repense à la Hail Mary de Jaden Daniels notamment. Et cette saison, tu vois que c'est un petit peu plus compliqué. Là, sur les 2 matchs de play-off, les 2 lancés en 4e tentative à la fin du temps réglementaire. Oh, s'il te plaît, en fait, tu peux pas construire une équipe avec un tel niveau de réussite sur les années qui vont arriver. Il faut, comme tu l'as dit. Après, non, mais c'est aussi le talent de Caleb Williams, je reconnais. Mais son lancer là en 4e et 4 pour Kmet, le ballon, il voyage sur 50 yards. Bon, tu peux pas t'appuyer que là-dessus. C'est ce que je veux dire. Le talent, Elle est dure, il est là. quand même. Elle est belle, quand même. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que le talent, il est là. Ouais. Maintenant, si tu t'appuies que là-dessus, parce que je trouve qu'il y a quand même eu des choses assez négatives sur les 2 matchs de playoff, il y a aussi eu des super moments de leur côté. Mais quand même, les 2 fois, c'est quand même 2 lancers où tu te dis, waouh, on est quasiment sur du 50-50, du pile ou face. Après, quand c'est redondant, tu peux aussi dire que ça vient du talent du quarterback, bien sûr. Mais les équipes vont s'adapter aussi. Il faudra faire attention. Et tu l'as dit justement, le côté structuration. Je pense que Ben Johnson va encore devoir travailler ça pendant l'intersaison pour cadrer encore un petit peu plus Caleb Williams. Ne pas lui enlever, ne pas lui retirer cet aspect un peu feu follet, super-héros et robot, j'aime pas trop parce que c'est une connotation un peu négative, mais on se comprend dans le sens où, par moment, il peut sortir des jeux qui sont hallucinants. Tu dis comment il fait, et il n'y a pas beaucoup de quarterbacks dans cette ligue qui peut le faire, mais garder quand même une certaine structure pour limiter au maximum ce type de jeu et s'éviter en fait des balls un peu 50-50 qui pour le moment passent.
Mais il peut y avoir des matchs ou des saisons où ça passera plus du tout, et à ce moment-là, le bilan des Bears, bah, il sera pas aussi reluisant que celui de cette saison. Maintenant, super, hein, super saison de la part de Ben Johnson. Très sincèrement, je sais pas s'il y avait beaucoup de suiveurs de NFL qui voyaient les Bears premier de division. Il faut aussi remettre ça un petit peu en perspective. On peut mettre en avant le fait que les Lions sont passés un peu à côté, que les Packers sont passés aussi à côté. Maintenant, les Bears, ils les ont tapés, hein. Donc, bah, ils ont mérité cette première place de la division. À voir si on pourra rééditer cette performance l'année prochaine, en tout cas dans la div, et bah, si ça arrive en playoff, de pouvoir passer un tour supplémentaire. Mais tu l'as dit, il y a des belles armes, il y a des, il y a des bonnes choses, notamment défensivement, je trouve. Il va falloir voilà, structurer plus de choses aussi en attaque, je trouve. Ouais, mais après, tu vois, c'est une équipe jeune. C'est une Non, équipe bien sûr. jeune. C'est une équipe avec, tu vois, les trois cibles principales. Les trois cibles principales ont moins de 23 ans quasiment, avec Loveland, Odunze et Burden. T'as Caleb Williams qui est très jeune. Et en défense, t'as beaucoup de jeunes joueurs aussi également. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis que l'avenir est radieux. T'as un coach qui a montré que, pour moi, il peut faire partie en tout cas du crème de la crème de la crème, si ce n'est pas déjà le cas. Et c'est une sorte de, ouais, voilà, c'est comme les Shanahan, les McVay. C'est ce mec-là qui est capable de, je pense, de se réinventer. Il va voir un petit peu ce qui marche, ce qui n'a pas marché cette année, pour prendre, on va dire, les meilleures décisions pour son équipe, et puis en tout cas, avancer dans une direction commune. Mais franchement, moi, j'étais très surpris, en tout cas, par la saison des Bears. Et pour moi, voilà, tu perds à l'expérience. Tu perds ce match-là à l'expérience, tu perds pas non plus sur une décision arbitrale qui aurait pu être très frustrante, et dans laquelle tu peux te cacher un petit peu aussi par moment, et ne plus voir les défauts que ton équipe a aussi, tu vois. C'est ce qui est arrivé à d'autres équipes par le passé. Donc voilà, je trouve ce genre de défaites-là, c'est des défaites fondatrices, comme par exemple les Panthers au match d'avant, défaites fondatrices pour le futur, quand ils ont perdu face aux Rams. Bah voilà, je pense que c'est un petit peu la même chose pour les Bears, qui ont des très bonnes armes, en tout cas pour le futur dans cette conférence NFC, et pour être un des contenders à l'avenir dans la conférence. Complètement. Du côté des Rams, bon, bah, victoire. Donc ça va en finale de conférence. 2 victoires à l'extérieur. Panthers et Bears dans 2 situations géographiques quand même assez compliquées. Là, ils vont se déplacer à Seattle, où on sait qu'il peut faire froid et il peut aussi beaucoup pleuvoir. Il y a un petit peu moins de neige, mais en tout cas, la pluie est énormément présente. Ils se connaissent, ces 2 équipes de la même division, donc la NFC West qui domine complètement cette conférence. On peut maintenant le dire sans équivoque. Ça va être intéressant. On va faire la preview là dans quelques jours. Ça va être hyper intéressant. Je pense qu'on va pouvoir ressortir des éléments clés sur chaque équipe, des match-ups. Et ouais, on va assister à, je l'espère, 2 super matchs. Ouais, bah écoute, ça va être intéressant à suivre. J'aimerais bien un petit peu quand même que cette défense me rassure plus, parce que là, tu vas affronter quand même une équipe. Celle des Rams? Ouais, celle des Rams, que ça fait quand même depuis plusieurs matchs. Tu sentais déjà le match face aux Panthers, c'est la fin de saison qui était un petit peu décevante. Je suis d'accord. Là, sur ce match, tu profites aussi des erreurs de Caleb pour rester dans le match, et pour gagner le match également. Mais je pense pas que les Seahawks soient une équipe qui va faire beaucoup d'erreurs, comme les Bears, par exemple, avec Caleb, qui est encore un peu jeune. Je pense qu'un Darnold va jouer un peu plus sécure, et que ça peut être un peu plus compliqué de manœuvrer cette équipe. Donc la match-up est intéressante. Je sais pas c'est quoi le bilan, mais je crois que les Seahawks avaient gagné une fois, ça c'est sûr, C'est en 1-1. saison régulière, 1-1. Donc ça va être cool à suivre, hein, franchement. Match en plus de division, rivalité. Je pense qu'il y a une haine viscérale des 2 équipes, enfin, en tout cas, de la fanbase de chaque équipe. Donc ça va être cool. Et dans le Discord, nous, on va bien se marrer. Mais en tout cas, le match va être très sympa à suivre. Oh, dans le Discord, calme-toi, à minuit et demi, il y a des papis qui seront déjà allés faire dodo. Hein. Oui, toi, tu dors, toi, c'est sûr. Il y a Guilty aussi qui dort, c'est sûr. Voilà pour ce rewind des divisional. Je l'ai évoqué, plus belle semaine de la NFL parce qu'on avait 4 matchs et on a quand même été assez gâtés. Il y a effectivement eu ce blowout, mais sur les 3 autres matchs, on a quand même été assez gâtés parce que c'est des matchs qui se sont joués à peu, je trouve. Vivement la suite, il reste plus que 3 matchs. On va en profiter. On va vraiment en profiter. Et puis après, on va attaquer toute l'intersaison. Mais n'en parlons pas maintenant. Profitons encore des 3 derniers matchs. On va Moi, je peux en avoir parler, deux hein. belles- Moi, j'ai fini, hein. Moi, je suis déjà en intersaison, hein, donc Depuis le milieu de saison, toi, en intersaison, toi. ça a bien commencé, là. Ça fait 2 mois que je suis en intersaison déjà. Et voilà, on va préparer pas mal de contenu aussi sur la free agency, sur la draft notamment. Mais voilà, profitons-en.
On va avoir normalement des beaux matchs de conférence. On va en faire la preview dans 3 jours. Ça sera jeudi matin. Et puis voilà. D'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, parce que là, il y a quand même beaucoup d'infos qui passent, notamment avec les head coachs qui sont soit virés, soit qui signent. Tu vois, il y a eu Kevin Stefanski qui a signé pendant la nuit. On s'est tous réveillés à 7 ou 8 heures du mat en voyant, ok, bon, il est à Atlanta, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Breaking news, exactement. Donc voilà, ça bouge beaucoup là en NFL en ce moment. On a une dizaine d'équipes qui ont changé leur head coach ou leur general manager. Donc voilà, c'est une intersaison un peu comme la saison régulière, très feu d'artifice. On en a pour tous les goûts là. Tout le monde a pris un petit peu, soit par des victoires, des défaites, des changements de coach, où on ne sait pas trop, mais ouais, c'est une saison un petit peu extraordinaire. Je trouve que Mais pour moi, c'est un gros changement, je trouve. Tu vois, c'est un peu un shift un peu par rapport aux dernières années. Tu vois, si tu compares sur les 10 dernières années, je trouve que cette année-là, c'est la fin de plusieurs grosses équipes qu'on connaît qui sont en playoff toutes les années et qui là, ils n'étaient pas. Je pense notamment aux Ravens qui ont viré leur coach. Je pense aux Steelers aussi qui ont été souvent en playoff, qui ont viré leur coach. Il y a il y a un tiers des équipes, je crois, qui sont en recherche d'entraîneur. C'est 9 ou 10, ouais. C'est assez fou, hein. Cet été, hein, franchement, l'off-season, elle va être super cool à suivre, hein. Ça va être très sympa, donc restez aux nouvelles, hein, parce qu'on va sortir pas mal de contenu. Il paraît. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu sur tous les réseaux. Donc, comme j'ai évoqué, Discord, Twitch, Twitter, Instagram, Threads, etc. YouTube, mettez la petite cloche, tout ça, vous connaissez. On se retrouve dans 2 jours, normalement, pour la preview des finales de conférence. D'ici là, restez connectés sur tous les réseaux que vous voulez suivre. Nous, on sera présents en tout cas. Et puis, on vous dit à très très bientôt. Bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!